Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective. Dans le but de mettre fin à la grève à l'université de Kinshasa, une délégation d'Apoukine est venue rencontrer au cours de cette semaine le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga. Et puis, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabaki Azali, a effectué durant cette semaine une visite surprise à l'Institut de la Gombe, où il a noté une certaine négligence dans les chefs du gestionnaire de cette école. Après une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où l'on voyait le député national Daniel Safou insulter copieusement un jeune de son quartier, les députés nationaux, par la bouche de l'honorable Mayo Mambeke, ont décidé de se désolidariser de leurs collègues en vue de le sanctionner si possible. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Didi Manara-Linga, a clôturé à l'université William Booth à la Gombe la formation des formateurs du niveau 1 sur l'opération de la révision du fichier électoral. Il était accompagné du rapporteur Patricien Seya, du rapporteur adjoint Paul Moindo, du questeur adjoint Sylvie Birembano, et des membres de la plénière, notamment Joséphine Ongalula, Gérard Bissamou, Fabien Boko, Roger Bimoala, Jean Ilongo, ainsi que du secrétaire exécutif national Toto Mabikou Totokani. Sous la supervision du rapporteur adjoint, 275 agents et cadres de la CENI ont été outillés pendant une semaine sur toutes les étapes de l'opération des révisions du fichier électoral. Ils sont donc prêts à prendre en charge les niveaux 2 de la formation qui va se dérouler dans les différents secrétariats exécutifs provinciaux sur toute l'étendue de la République. Intervenant au nom du président Denis Kadima, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, a rappelé à l'assistance l'objectif principal poursuivi par la CENI. Nous saluons pratiquement ce principe de subsidiarité des compétences opérationnelles que se dote la CENI en organisant de manière pyramidale toutes ces formations du sommet à la base. Il s'agit là vraiment des transferts des compétences et ces compétences sont à la fois techniques, administratives et même morales. Vous savez, le temps n'est pas notre allié, il court toujours. Et nous avons cette obligation constitutionnelle d'organiser ces élections dans le délai. Et nous sommes dans le bon. Vous avez entendu vous-même, le président de la CENI, Denis Kadima, a averti le peuple congolais en disant qu'en ce mois de novembre, il y aura la publication du calendrier. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Bienvenu Ilanga Lembov, assisté du deuxième vice-président Didi Manara Linga, s'est entretenu avec une délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique, CETA en sigle, portée par son vice-président, révérend Martin Blaise Nyaboho, accompagné du révérend pasteur Eric Nsenga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo SCC. Au sortir de l'audience, le vice-président de la CETA, révérend Martin Blaise Nyoboho, a expliqué l'objet de leur rencontre. Je réponds au nom de Martin Blaise Nyaboho, vice-président de la conférence des églises de toute l'Afrique, président de la délégation qui est émanée de l'office central de Nairobi. Nous sommes venus pour une visite de solidarité auprès de l'Église du Christ au Congo. Et nous avons eu le privilège de visiter la Commission nationale électorale indépendante. Et nous avons été bien accueillis par le premier vice-président avec qui nous avons échangé sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Nous lui avons souhaité plein succès. Nous savons les défis, les challenges, nous savons les obstacles
dans l'organisation des élections, mais nous sommes venus témoigner par notre présence, notre soutien, notre accompagnement dans la prière et dans le plaidoyer. À la fin de ces échanges, ayant été marqués par une communication spirituelle pour l'évangélisation de l'âme vers Dieu en vue d'obtenir ses grâces afin de conduire toute action vers son aboutissement, la délégation de la CETA séjourne en RDC dans le cadre de la mission des consolidations de la paix et de la sécurité au niveau continental. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés et très chers collègues, nous sommes devant une situation grave. Un élu qui se retourne contre les élus. Ces électeurs, je voulais dire, merci beaucoup. Un élu qui se retourne contre les électeurs avec des injures d'une gravité innommable. J'aime bien le collègue, c'est un jeune frère, on est bien avec lui, mais son comportement devrait nous obliger à nous désolidariser de lui. Si nous sommes encore sérieux, moi je crois que je le suis, on ne peut pas tout permettre. Si à notre niveau, nous devons nous comporter de cette façon-là dans la rue, alors qu'on ferme la boutique, l'exemple viendra de qui finalement? Honorable Président, je suis pour une commission spéciale, avec délai, pour que nous puissions terminer et clôturer ces dossiers. C'est après une marche qui a mobilisé une centaine de milliers d'étudiants de tous les instituts de la capitale Kinshasa. Une délégation de ces derniers a déposé un mémo adressé au président de la République en utilisant la voix de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diamfwanga. Il s'agit d'un mémorandum qui soutient le premier citoyen du pays et les institutions par rapport à la situation d'insécurité à l'est du pays du fait de la guerre nous imposée par le Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale, étant occupé à diriger la plénière qui battait son plein dans l'hémicycle, a dépêché très rapidement son directeur de cabinet Samuel Mbemba pour recevoir les hôtes du jour du palais du peuple. Je reçois ce jour les mémos de la représentation des étudiants du Congo adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, en rapport avec la situation de guerre d'agression que le Rwanda nous impose. Je le reçois au nom de l'honorable Président de l'Assemblée nationale que vous avez choisi comme canal pour transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, la position des étudiants de toute la République démocratique du Congo. Notez que la représentation des étudiants du Congo a aussi informé la représentation nationale de cette marche qui s'est tenue dans toutes les localités ou villes abritant un établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Nous sommes venus le voir. D'abord, nous le remercions pour son accueil. Et malgré sa vie trépidante, c'est par rapport au deuil de M. Verkis Kiamongana. Donc je suis venu avec son fils, Vévé, Jean-Yves et Barbara Kanam, comme artistes.
Donc nous sommes venus lui exposer les problèmes que nous avons actuellement. Donc ça fait déjà 3 semaines que le corps de Verkis est la mort, ça en fait un peu trop pour une telle personnalité. Voilà, qu'il puisse activer les dossiers par rapport au gouvernement, hein, qu'il puisse nous aider, c'est qu'on puisse trouver une solution rapidement pour régler ces deuils. Deuxièmement, nous sommes venus lui demander l'esplanade du Palais du Peuple. Voilà. Il nous a fait des suggestions, mais il a accepté pour que le corps sorte le 19 donc de ce mois et que Papa Verkis puisse être enterré le 20. Il a tout accepté et puis après, on a commencé à parler du Congo. Hein, moi je dirais que c'est aussi un historien, ce pays. Voilà, on était presque dans toutes les régions. Pour moi, c'était une fête, j'allais dire, dialectique, dont on parlait. En plus, je connais aussi presque beaucoup de langues. Donc, c'était un moment culturel. Et voilà, il nous a promis qu'il fera quelque chose dans peu de jours. Tous les artistes sont confiants par rapport à la responsabilité qu'ils m'ont octroyée. Ils savent que ce que je leur dirai, ce serait la vérité. Mais par souci de transparence, j'ai voulu que la famille soit là et aussi une artiste pour m'accompagner, c'est-à-dire pour la transparence. Sinon, je pouvais venir seul. Il faut qu'il y ait la famille, qu'il y ait aussi la famille musicale. Donc, ils nous font confiance. Rapport des Nations Unies, il y a des preuves que c'est notre voisin du Rwanda qui est en train de soutenir les rébellions, cette rébellion du M23. Oui, on a 120 groupes armés et tout ça, mais ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est le M23 qui est soutenu par nos voisins du Rwanda. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, honorable président. Comme je viens de le dire, nous soutenons les efforts de la paix, mais peut-être j'ai une proposition et peut-être nous devons noter ça aussi. Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, peut-être les Rwandais devaient faire un effort pour dialoguer avec eux, parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais. Mes chers compatriotes, en ces jours d'affliction, où mes frères et sœurs du Nord Kivu, et particulièrement des Bunagana et des Rutshuru, sont affectés par la guerre nous imposée injustement par le Rwanda à travers le M23, il est de mon devoir patriotique, en tant que Congolais, élu du peuple, chef du parti politique LGD et candidat président de la République aux prochaines échéances électorales, de m'adresser non seulement à une partie de la population meurtrie, mais aussi au peuple congolais dans son ensemble, ainsi qu'à la communauté internationale. À mes frères et sœurs de Bunagana et de Rutshuru, je vous renouvelle une fois de plus ma compassion et ma sollicitude. Je félicite et soutiens les forces armées congolaises qui se battent pour préserver la paix et la sécurité de nos frères et sœurs sur les fronts. Au peuple congolais, dans son ensemble, je vous appelle à une mobilisation générale, car, en effet, il ne s'agit pas d'une rébellion interne, mais plutôt d'une guerre d'agression à visée expansionniste, avec comme objectif final l'annexion d'une partie de notre territoire par le Rwanda. Le bassin du Congo est le deuxième plus grand bassin fluvial du monde après celui de l'Amazonie. Il est continu à celui du Nil. Comme le bassin amazonien, il abrite une des forêts tropicales denses les plus riches du monde en biodiversité. Le bassin du Congo est le bassin versant du fleuve Congo en Afrique. Il couvre 4 millions de kilomètres carrés où viennent 93,2 millions d'habitants avec des densités très variables selon les zones.
Les prospectivistes estiment que si les tendances démographiques se poursuivent, la population devrait encore doubler dans le bassin de 2010 à 2035, entraînant une aggravation de la pression sur la forêt, éventuellement exacerbée par le dérèglement climatique. Cet espace subit également une déforestation importante, soit une déforestation nette de 0,16% par an en 2010. Selon des estimations, il reste environ 160 millions d'hectares et l'Afrique centrale abriterait 10% de la biodiversité mondiale. Les forêts de plaine et alluviales compteraient plus de 1000 espèces de plantes supérieures, dont 3000 endémiques. Concernant la COP27, F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, a réaffirmé que la RDC est un pays solution à la question de l'adaptation et de la résilience du monde entier devant le réchauffement climatique et ses conséquences. Elle a insisté sur le fait que la RDC est la solution naturelle dont l'humanité a besoin pour séquestrer la pollution grâce au potentiel du bassin du Congo. Il s'agit du bassin forestier selon celle-ci. À ses assises, F. Bazaïba entend contribuer de manière globale à la consolidation du leadership environnemental et climatique pour sa participation, ses interventions et ses activités à entreprendre. Loin de son bureau, le ministre de l'EPST poursuit ses descentes surprises. Cette fois, c'est dans cette école publique EP2 Gombe, dans la province éducationnelle de la Lukunga. Après un petit échange avec le responsable de l'école, Tony Mwaba débute sa ronde. Salle de classe, toilettes et autres, rien n'est resté oublié. Nous avons improvisé cette visite ici à l'Athénée de la Gombe. Vous avez vu, on a fait des visites d'inspection même dans les salles de classe pour voir dans quelles conditions les enfants sont en train d'étudier. Mais alors, quel est le constat, monsieur le ministre? Le constat est qu'il y a une certaine négligence des gestionnaires des écoles et même les cadres provinciaux du ministère qui ne savent pas aussi faire leur travail. Et le constat a été fait. Nous allons en tirer toutes les conséquences. Ceci est une opération qui s'étendra sur l'ensemble du territoire national, le ministre de l'EPST rassure. Il y en a qui ont compris directement la vision du chef de l'État que nous avons impulsée dans notre sous-secteur et ils travaillent d'arrache-pied sur terrain et les choses bougent. Mais vous savez, dans une équipe de football, il y a des forts, il y a des faibles. Et notre devoir aussi, c'est de désactiver les faibles et prendre aussi d'autres acteurs provinciaux actifs et dynamiques, les placer là où il faut pour finalement mettre du feu partout et faire avancer les choses. Ces écoles publiques, comme celles conventionnées, reçoivent régulièrement du gouvernement des fonds pour leur fonctionnement. Certaines touchent même plus de 2 millions de francs congolais, mais hélas, les conditions d'apprentissage des élèves constituent toujours pas leur priorité. Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et le développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique, inclusive et durable. C'est le thème de la 41e réunion conjointe des ministres en charge de l'énergie et de l'eau de la SADC. Au cours de ces assises de 5 jours, soit du 31 octobre au 4 novembre, ils ont discuté sur les résolutions et décisions les mieux adaptées aux problèmes de l'énergie et de l'eau, les deux secteurs centraux de l'industrialisation. Concernant l'eau, ces membres des gouvernements des États membres de la SADC ont apprécié les progrès réalisés depuis la rencontre dernière de Lilongwe au Malawi, apprécié le niveau de production de l'énergie qui doit passer par la ratification du protocole sur l'énergie et apprécié le projet réalisé à travers le corridor des lignes d'interconnexion. Un partenariat doit être créé par la réalisation de ces projets. En matière de l'eau, les ministres ont discuté sur les résolutions et décisions
d'une organisation régionale devront gérer le bassin des différentes rivières afin que l'eau soit gérée de façon équitable et juste. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et président des ministres de l'eau et de l'énergie de la SADC, Olivier Moukaleng, a démontré la détermination de la République démocratique du Congo de travailler pour l'industrialisation. Nous sommes donc invités à soutenir l'industrialisation en valorisant les programmes de développement des énergies adaptés aux politiques et stratégies d'industrialisation. Selon le secrétaire exécutif de la SADC, Mpedi Magossi, l'accélération de ce projet est nécessaire. Les deux secteurs sont là pour l'intégration régionale. C'est vraiment essentiel pour le développement de la région. Et si on n'accélère pas la mise en œuvre des projets, ce sera difficile de réaliser l'intégration régionale. Et pour la secrétaire adjointe de la SADC, Angèle Makombo, c'était un moment d'évaluer les progrès réalisés tels que celui du projet du plan directeur gazier. Ces travaux, présidés par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et président des ministres en charge de l'énergie et de l'eau de la SADC, Olivier Moukaleng, ont connu la participation de quelques membres du gouvernement Sama Lukonde. Ça a été annoncé depuis des mois et les négociations ont été bouclées. La société MAC Industrie, spécialisée dans la fabrication des emballages pour le transport des produits miniers, après une longue période d'inactivité, vient d'être rachetée par la société Bax & Sachs, spécialisée dans la production des emballages biodégradables et recyclables, qui est opérationnelle à Kimpese, dans le Congo central. De cette opération de rachat, qui s'est faite sous la facilitation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, qui avait financé les deux projets, MAC Industrie se migre à Bax & Sachs Katanga. En tant que facilitateur de cette négociation et en sa qualité d'institution financière qui accompagne ces deux grosses machines industrielles, le FPI, à travers son directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi, a tenu à se rendre à l'évidence en visitant les installations de MAC Industrie à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, avant de se prononcer sur le financement de Bax & Sachs Katanga. Ce projet qui viendra booster la production locale des emballages biodégradables et recyclables en République démocratique du Congo. Reçu par le promoteur du projet Bax & Sachs, M. Hussein Lada, Bertin Moudimou Tshisekedi, entouré des experts du FPI, a eu à faire le tour de la propriété et des installations de la défaillante MAC Industrie. Ce sont des machines devenues vétustes et désuètes par rapport à l'évolution technologique qui ont été visitées par la délégation du FPI. À en croire le nouvel acquéreur du projet, le financement attendu du FPI sera affecté au renouvellement des bâtiments existants et à la mise en place de nouveaux ateliers. La société Bax & Sachs Katanga va produire localement des emballages destinés au transport de minerais et servir en même temps des emballages pour les cimentiers et agriculteurs de l'espace Grand Katanga. L'opération d'acquisition est déjà terminée. Maintenant, on est dans la phase d'implémentation des plans de réinvestissement et réhabilitation les bâtiments existants. Et on a déjà placé des commandes pour les nouvelles machines qui vont arriver d'ici 6 mois. Alors on n'a pas beaucoup de temps pour vraiment commencer les démarches de construction, de réhabilitation, connexion de la ligne électrique, pour se préparer avant que les machines arrivent. On estime que si on peut terminer tout ce mois-ci, on espère d'avoir les premières productions déjà en mai l'année prochaine. Aussi, le directeur général du FPI a été informé du fait que la capacité globale annuelle de l'usine à installer fait une projection de 36 millions de sacs vides de ciment, 12 millions de sacs vides pour les produits agricoles et 2 millions de big bags pour les miniers. Et sur le plan socio-économique, Bax & Sachs Katanga pourra créer environ 400 emplois directs, en plus des économies des devises et de l'élargissement de l'assiette fiscale qui en découleront. Bertin Moudimou l'a dit, l'accompagnement du FPI est envisageable. Il était question que nous venons ici à Lubumbashi pour voir de visu la proposition nous faite par Bax & Sachs de récupérer une autre société, MAC, qui a eu des problèmes, mais il faut
les placer dans le cadre d'une politique de rationalisation afin de pouvoir améliorer la production au niveau de Lubumbashi. Dans les tout prochains jours, les chantiers de la centrale photovoltaïque de Chipuka dans la périphérie de la ville de Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, pour l'implantation d'un champ solaire d'une capacité de 10 MW et doté d'un système de stockage de 5 MW par heure, va connaître des avancées significatives. Pour preuve, tous les équipements nécessaires pour son installation sont déjà arrivés en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Il s'agit de 52 conteneurs regroupant les structures métalliques, les panneaux solaires et bien d'autres composants pour le montage d'un champ solaire voltaïque à installer à Chipuka, dont la superficie est de 83 hectares. Présentement, l'heure est au chargement sur train de Lubumbashi pour Mweneditu, en séjour à Lubumbashi. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Mudimu Tshisekedi, conduit par les responsables de l'agence transitaire en douane Trade Service, qui a été sélectionné par le FPI pour dédouaner et évacuer ces conteneurs expédiés par l'entreprise égyptienne Hassan Alam Pejesco, qui est en train de construire cette centrale photovoltaïque. La délégation du FPI, conduite par son directeur général, a reçu de la part de l'un des partenaires de Trade Service, Impala Terminals, qui se charge de toute la logistique, les explications nécessaires relatives à l'expédition de ces 52 conteneurs par train vers Mweneditu et atteindre la destination finale, le chantier de Chipuka. Monsieur Guy Kimenyembo est l'un des responsables de l'agence transitaire en douane Trade Service. Et comme vous pouvez le constater, la marchandise est bien arrivée à Lubumbashi. Et sous le plan logistique, nous y mettons le maximum d'efforts pour pouvoir les acheminer le plus rapidement possible vers Mweneditu et ensuite Chipuka. Et nous accompagnerons donc le FPI dans la totalité sur le plan logistique et dans les meilleurs délais, donc comme on vient d'avoir des explications sur le plan technique. Très satisfait, le directeur général du FPI, Bertin Mudimu, a tout de même demandé aux responsables de l'agence transitaire en douane et son partenaire en charge de la logistique de lui soumettre le plus rapidement possible un chronogramme bien défini pour cette opération d'expédition, vu le caractère très urgent que revêt ce projet pour répondre à un besoin très pressant de la population du Kasaï oriental, qui est d'être dotée d'énergie électrique, et cela est le vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut considérer que la distribution physique chez nous pose des problèmes, des contraintes, des locomotives, de la voie. Mais les marchandises ou les produits sont déjà arrivés ici à Lubumbashi. Nous sommes venus contacter Trade Service pour nous donner plus ou moins la programmation de ces envois vers Chipuka. Et ils nous ont donné une estimation du programme, du calendrier. Et nous pensons que si tout marche bien, les choses vont arriver à Mweneditu, je crois, vers le mois de décembre, le mois de janvier. La province de l'Ituri a besoin de personnes physiquement valides pour son développement, afin de mettre cette population laborieuse à l'abri de tout handicap. Le gouvernement militaire de l'Ituri a lancé ce mercredi la deuxième campagne de vaccination contre la poliomyélite en faveur des enfants de 0 à 59 mois. Plus d'1 million d'enfants sont attendus pendant 3 jours sur l'ensemble de la province, et la stratégie adoptée est celle de porte à porte, précise le chef de division provinciale de la santé en Ituri, Dr Louis Tchoulou. Pendant la campagne de vaccination Excellence, les enfants vont recevoir 2 gouttes de polio dans la bouche. On appelle ça oral. Et au même moment, on a demandé aux acteurs de récupérer les enfants qui n'ont pas été atteints lors de la vaccination de routine.
Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chomodjoni, d'inviter la population de l'Ituri à une mobilisation massive pour la réussite de cette campagne. Nous serons tous heureux qu'après ces journées de vaccination, 100% des enfants ciblés aient été atteints car la santé n'a pas de prix. Je lance un appel à tous pour le respect des gestes barrières que vous connaissez contre le Covid et la maladie à virus Ebola. Il faut dire qu'à part les efforts pour pacifier la province de l'Ituri, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tient énormément à l'amélioration du secteur sanitaire en vue de garantir l'accès aux soins de qualité à toute la population. Le curcumin est une plante aux diverses vertus antioxydants grâce à la curcumine qu'il contient. Le curcumin est une épice d'Orient qui possède des propriétés exceptionnelles et utilisée depuis la nuit des temps comme condiment ou médicament. Le curcumin est un rhizome appartenant à la même famille que le gingembre, mais qui se différencie de celui-ci par sa couleur vive. En luttant contre le stress oxydatif responsable et contre l'inflammation, le curcumin agirait en prévention de certains cancers du poumon et du sein. Le curcumin est utilisé autant comme épice que comme les colorants dans les préparations alimentaires. Il est connu pour réduire les douleurs d'estomac, guérir les rhumes, les douleurs articulaires et intestinales et l'hépatite. Le curcumin soulage les troubles digestifs, contribue à prévenir les pathologies chroniques et il est une bonne source de vitamine C. Un essai clinique a démontré que la consommation quotidienne de 1,5 g de curcumin pendant 30 jours diminuerait les composés cancérigènes présents dans l'organisme. Place à présent au rappel de principaux titres. Dans le but de mettre fin à la grève à l'université de Kinshasa, une délégation d'Apoukine est venue rencontrer au cours de cette semaine le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga. Et puis, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabaki Azali, a effectué durant cette semaine une visite surprise à l'Institut de la Gombe, où il a noté une certaine négligence dans les chefs du gestionnaire de cette école. Après une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où l'on voyait le député national Daniel Safou insulter copieusement un jeune de son quartier, les députés nationaux, par la bouche de l'honorable Mayo Mambeke, ont décidé de se désolidariser de leurs collègues en vue de le sanctionner si possible. Voilà tout pour cette édition rétrospective. Merci de l'avoir suivi et surtout bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.